Donald Trump pensait verrouiller l'histoire. Elle s'est retournée contre lui. À Minneapolis, une mort filmée déclenche une fracture inattendue. L'administration affirme qu'un manifestant armé représentait une menace. Pourtant, selon les éléments cités ensuite, l'arme n'a jamais quitté son étui. Sur la vidéo évoquée, l'homme a le téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée. Cette contradiction est au cœur du choc. Pourquoi cela vous concerne directement? Parce que cette affaire se situe à l'intersection de deux droits que l'on vous répète être intouchables. Manifester pacifiquement et porter une arme légalement. Ici, les deux existent. Et pourtant, l'issue est mortelle. Regardez le détail qui change tout. L'homme, Alex Peretti, est décrit comme infirmier en soins intensifs au VA de Minneapolis. Un détenteur légal d'un permis. Aucune arme brandie. Et malgré cela, il est abattu. Mais voici la partie que personne n'avait anticipée. Des voix pro-deuxième amendement commencent à lâcher Trump. C'est là que l'histoire bascule. L'événement n'est pas présenté comme un simple affrontement isolé, mais comme le dernier maillon d'une séquence qui s'accélère. Selon le contenu que vous avez fourni, tout commence lors d'une manifestation à Minneapolis. Une femme est décrite comme being brutalisée par des agents fédéraux. Alex Peretti intervient, puis en quelques instants, la situation dégénère. Usage de gaz, plaquage au sol, coups répétés et ensuite des tirs. Beaucoup de tirs. La version officielle tente d'aller vite, trop vite. Elle insiste sur un détail précis, la présence d'une arme dissimulée. Mais elle omet le contexte immédiat décrit dans les témoignages et les images évoquées. L'arme reste dans son étui. Aucun geste de menace n'est signalé. Aucun ordre audible n'est mentionné. Posez-vous la vraie question. Si cette explication suffit ici, dans quelles autres situations pourrait-elle suffire demain? Mais voici le point que peu de gens relient encore. Ce récit n'atterrit pas dans le vide. Il arrive après une série de déclarations, de tensions politiques et de démonstrations de force fédérale. C'est là que le schéma commence à apparaître. L'affirmation centrale est lourde. Si la version officielle tient, alors l'usage de la force létale était justifié. Mais les éléments cités dans votre contenu heurtent immédiatement cette thèse. Il est affirmé qu'Alex Peretti n'a jamais sorti l'arme de son étui. Sur les images décrites, il aurait le téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée. Aucun tir préalable, aucun geste de menace rapporté. Voici le détail concret qui pèse. Peretti est décrit comme détenteur légal d'un permis de port d'armes dissimulé. Et pourtant, selon le récit fourni, les agents auraient sorti l'arme du holster après l'avoir plaquée au sol. Si cela est exact, la chronologie devient déterminante. Remarquez ce qui manque dans la défense initiale. Pas de mention d'un ordre clair, pas de description d'un danger immédiat, pas d'explication sur la nécessité de tirs répétés, au moins 11 selon le contenu. Puis la narration officielle s'emballe. Les mots deviennent plus forts que les faits. Terroriste, assassin potentiel, des qualificatifs lancés avant toute enquête complète. C'est ici que la crédibilité commence à se fissurer. La situation ne s'apaise pas, elle s'intensifie. Selon votre contenu, la mort d'Alex Peretti ne reste pas confinée à Minneapolis. Elle déclenche une réaction en chaîne, d'abord dans le discours, puis dans les institutions, puis dans les alliances politiques elles-mêmes. Voici ce qui rend ce moment différent. Des responsables et commentateurs habitués à défendre sans réserve les forces fédérales commencent à prendre leur distance. Pas par compassion affichée, mais parce que le récit officiel ne tient plus sous son propre poids. Quand une personne est décrite comme non menaçante, plaquée au sol, puis touchée au moins 11 fois, quelque chose se normalise qui ne devrait jamais l'être. Regardez le précédent implicite. Si manifester légalement tout en étant détenteur d'un permis devient, après coup, une justification suffisante pour l'usage de la force létale, alors la ligne rouge s'est déplacée, silencieusement, sans vote, sans annonce formelle. C'est ainsi que les choses basculent dans l'histoire. Pas par une décision unique, mais par l'acceptation progressive de l'inacceptable. Et maintenant, la question n'est plus seulement ce qui s'est passé, c'est ce que ce précédent autorise à l'avenir. C'est là que l'escalade devient impossible à ignorer. Puis arrive le second choc,
plus dérangeant, plus difficile à neutraliser. Selon votre contenu, après les faits, la communication officielle ne se limite plus à expliquer. Elle attaque. Alex Peretti est qualifié de terroriste domestique. L'acte est présenté comme une prévention héroïque d'un massacre imaginaire. Mais regardez la contradiction frontale. D'un côté, des responsables affirment qu'il approchait les agents avec l'intention de tuer. De l'autre, même des commentateurs conservateurs cités dans votre contenu notent qu'il ne sort pas l'arme, qu'il n'y a aucun geste de tir et qu'il est aspergé de gaz alors qu'il tente d'aider une autre manifestante. Ces deux récits ne peuvent pas être vrais en même temps. Voici la ligne qui change tout. Si l'objectif avait été une attaque armée, pourquoi intervenir main visible, téléphone à la main, au milieu d'une foule sans jamais dégainer? Cette incohérence force une relecture complète de l'événement. À ce moment précis, la question cesse d'être idéologique. Elle devient factuelle. Et c'est là que le regard du public commence à se retourner durablement. La pression monte d'un cran supplémentaire. Selon votre contenu, plusieurs développements s'enchaînent presque sans pause. D'abord, des élus républicains eux-mêmes demandent des comptes. Le président de la commission Homeland Security réclame des témoignages formels des dirigeants d'ICE et de la Border Patrol. Pas une déclaration symbolique, une convocation officielle. Ensuite, le terrain budgétaire se fissure. Des sénateurs démocrates, initialement prêts à laisser passer un paquet de financements, annoncent qu'ils voteront contre toute loi incluant de nouveaux fonds pour le Department of Homeland Security. « Je voterai non », est-il cité. La menace d'un shutdown réapparaît. Le calendrier se resserre. Puis vient le front judiciaire. Le procureur du comté de Hennepin dépose une action pour obtenir l'accès immédiat aux preuves fédérales liées à la fusillade. Selon le récit, les autorités fédérales refusent de partager les éléments, y compris avec le FBI et les autorités locales. Le conflit n'est plus politique, il devient institutionnel. 3 signaux en quelques heures, discours, budget, justice. Quand ces lignes de défense lâchent en même temps, ce n'est plus un incident, c'est une mini-crise empilée. Que se passe-t-il si cette dynamique continue? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle vous touche directement. Selon le contenu que vous avez fourni, Alex Peretti n'est pas un inconnu sans visage. Il est décrit comme infirmier en soins intensifs au VA de Minneapolis, quelqu'un qui soignait des vétérans, quelqu'un qui rentrait chez lui après des gardes longues, épuisantes. Maintenant, placez-vous dans la scène. Vous êtes à une manifestation. Vous exercez un droit constitutionnel. Vous voyez une femme projetée au sol, aspergée de gaz. Vous intervenez, pas avec une arme, avec vos mains, avec votre corps. Et en quelques secondes, tout bascule. La question n'est plus politique. Elle devient intime. Si cela arrive à un infirmier, détenteur légal d'un permis, décrit comme non menaçant sur les images, alors sur quoi repose réellement votre sécurité? Sur la loi? Ou sur l'interprétation instantanée de quelqu'un armé en face de vous? C'est ce glissement qui glace. Parce qu'il efface la frontière entre citoyens ordinaires et cibles potentielles. Si cette inquiétude vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Mais maintenant, il faut comprendre comment un tel scénario devient possible. La clé n'est pas seulement dans l'acte, mais dans le mécanisme qui l'autorise. Selon votre contenu, tout fonctionne sur un enchaînement précis. D'abord la force sur le terrain, ensuite le récit, puis la fermeture de l'accès aux preuves. Quand ces 3 leviers s'alignent, le système se protège lui-même. Pas par une conspiration complexe, mais par des incitations simples. Les agents agissent sous pression. La communication officielle parle avant l'enquête. Les institutions invoquent la sécurité nationale pour retenir les éléments. Résultat, le premier récit devient le plus puissant, même s'il est fragile. Et plus il est répété, terroriste, menace armée, plus il devient coûteux de le corriger. Voici l'insight dérangeant. Ce type de système ne nécessite pas de mauvaises intentions permanentes. Il repose sur la vitesse, la peur et l'absence de contre-pouvoir immédiat. Chaque acteur se couvre. Personne ne recule. Et la vérité arrive trop tard pour réparer le dommage initial. C'est pour cela que même des soutiens traditionnels commencent à décrocher, non par idéologie, mais parce qu'ils reconnaissent le schéma.
Et une fois que ce schéma est visible, il devient impossible de ne plus le voir. Alors la vraie question devient, vers quoi ce mécanisme nous entraîne-t-il maintenant? À court terme, deux trajectoires distinctes commencent à se dessiner selon les éléments que vous avez fournis. La première est celle du verrouillage. Les agences fédérales maintiennent le contrôle des preuves. Les enquêtes restent cloisonnées. Le récit initial, même contesté, continue de circuler assez longtemps pour émousser l'indignation. Dans ce scénario, l'attention publique se déplace avant que des conclusions formelles n'émergent. Le système absorbe le choc. La seconde trajectoire est plus instable. Les fissures politiques s'élargissent. Des élus exigent des auditions publiques. Des budgets sont bloqués. Des poursuites locales réclament l'accès aux preuves. Et surtout, des soutiens idéologiques inattendus, défenseurs du deuxième amendement, commentateurs conservateurs, refusent désormais d'avaliser la version officielle. Ce basculement change le rapport de force. Remarquez l'incertitude centrale. Rien n'est encore figé, mais l'inertie a disparu. Chaque nouvelle déclaration, chaque document retenu, chaque audience refusée alimente l'idée que quelque chose doit être caché. Et dans un climat déjà tendu, cette perception compte autant que les faits eux-mêmes. C'est ici que l'histoire entre dans une zone dangereuse, parce que la prochaine décision, ouvrir ou fermer, coopérer ou bloquer, est déjà en train de se former. Et elle déterminera la suite bien au-delà de ce cas précis. Ce que révèle cette affaire dépasse un nom, un lieu, un instant. Elle montre comment un récit peut précéder les faits et parfois tenter de les remplacer. Selon le contenu que vous avez fourni, une mort filmée, des droits exercés légalement et une réponse officielle immédiate entrent en collision. Quand cela arrive, la question centrale n'est plus seulement « que s'est-il passé ?», mais « qui décide de la vérité et à quel moment ?» Voici l'idée à retenir. Le pouvoir réel ne se manifeste pas seulement dans l'action, mais dans la vitesse à imposer une interprétation avant que les preuves ne soient partagées. Une fois ce cadre posé, tout le reste devient plus difficile à corriger. C'est ainsi que des systèmes se protègent, même quand les faits les fragilisent. Reformulons toute l'histoire en une phrase. Quand la version officielle arrive avant l'enquête, c'est le public qui porte le risque. Et ce dossier n'est pas clos. Les auditions, les décisions budgétaires, l'accès aux preuves, tout cela continue d'évoluer. La prochaine étape est déjà en préparation. Si vous voulez suivre cette analyse jusqu'au bout et comprendre ce qui vient ensuite, abonnez-vous et restez ici. La suite arrive.